Hello les amis et bienvenue dans la bibliothèque de l'étrange. On se retrouve pour une vidéo spéciale, mes classiques préférés. Sans plus attendre, commençons par le premier titre. La vie ardente des Michel-Ange. J'aime pas du tout la traduction en français, alors que le titre anglais il est plus stylé, c'est Agony and Ecstasy. Sincèrement, je préfère 1000 fois le titre anglais qui est plus concis et qui donne plus envie. Si aujourd'hui je devrais reprendre le titre en ne sachant rien et je vois La vie ardente des Michel-Ange, je me dis oh, mais je suis tombée sur quoi? Bon bref, revenons à nos moutons, c'est un classique que j'avais adoré à l'époque. Comme le titre laisse entendre, on va suivre la vie de Michel-Ange dès son adolescence, son enfance et jusqu'à l'âge adulte. On va passer à travers les différentes époques, on va voir le cadre de l'Italie de la Renaissance, mais aussi on va voir ses réflexions, sa manière d'envisager l'art. On va voir ces différentes périodes. On va voir la période où il a commencé par la sculpture et ensuite son passage à la peinture. On va voir son évolution et sa traversée des années. C'est un titre qui est vraiment très intéressant. Bon, c'est une fiction, vous vous en doutez. Il y a des éléments qui sont certains, des éléments historiques sur sa vie, mais le tout, il a été romancé afin d'avoir une histoire complète et cohérente en mettant l'accent sur ce personnage de génie en quelque sorte parce que Michel-Ange, bon, c'est une personnalité, c'est un artiste, une référence en la matière et ses sculptures, ils sont incroyables. On voit tous ses peines, on voit tout ce cadre qui se présente à travers lui. Il me semble qu'il y a aussi la rencontre avec Leonardo da Vinci. C'est un titre que je vous recommande. C'est un classique que j'aimerais bien relire, même si, bon, il y a beaucoup de pages. Moi, je me rappelle, j'avais 2 volumes de Bricasse qui m'ont pris assez de temps, mais j'ai passé un chouette moment de lecture. Voilà. Deuxième titre que j'ai absolument aimé, c'est Le procès de Kafka. Ici, on est dans l'absurde. On se retrouve devant un gars qui est accusé de quelque chose, d'avoir commis un truc affreux, et pourtant, personne ne sait ce que c'est. Personne ne peut lui donner des indications, personne ne peut lui dire pourquoi il a été accusé, personne ne peut dire quel est le motif, personne ne sait, mais pourtant, il est inculpé. Il y a des actions qui se passent, et lui, il est dans un total étonnement. Et nous, on est là avec lui, faire face à ce procès qui peut paraître injuste. On est avec lui et on se demande tout au long du récit, on se demande mais qu'est-ce qui se passe vraiment? Est-ce qu'on aura des réponses? Est-ce qu'il est vraiment coupable? Pourquoi il a été inculpé? On ne sait pas. J'avais adoré ce récit, même si c'est tout à fait bizarre, même si bon, après avoir lu ce récit à l'époque, j'étais ok, comment je vais faire ma dissertation? Comment je vais expliquer ce qui se passe là? Mais je l'ai trouvé magnifique. Je trouve que tout est dans l'émotion transmise. On est étourdi, on est dans le bizarre, on est dans l'absurde, dans le burlesque. On ne sait pas ce qui se passe. Le mot qui règne, c'est l'incompréhension et le bizarre. Et j'ai adoré ce récit et je vous le recommande chaudement. Oui, j'aime des classiques, j'aime des trucs qui sont un peu, un peu farfelus. Troisième titre que j'adore, c'est L'étranger de Camus. Pareil, on est dans une ambiance un peu déconcertante. Le protagoniste se sent dépourvu d'émotions, des sentiments. Sa mère, elle est morte, mais pourtant, il ressent rien du tout. À la limite, le coucher du soleil, le lever du soleil lui procure plus d'émotions que la mort de cet être cher, en apparence. Je sais pas, il y a un vide qui est créé à l'intérieur de lui, il sent rien. Et tout au long de l'histoire, on voit certains passages, on voit il ressent rien, qu'il est comme un étranger parmi d'autres étrangers. Il se sent extérieur. Enfin, on a cette idée d'extériorité. Peut-être j'interprète mal, mais moi je l'ai ressenti comme ça quand j'ai lu ce récit. Oui, je suis consciente, mais en tout cas, moi je l'ai ressenti comme ça. On a cette idée d'extériorité, cette idée qu'il est extérieur à tous ses sentiments, à toutes ses actions. Oui, il peut faire certains trucs atroces, il peut commettre des crimes, mais pourtant, il se sent pas concerné. Il y a, je sais pas, une certaine zone tampon, un certain éloignement de ses actions et de son être. C'est ça qui est intéressant dans ce récit et c'est ça qui m'a fait bien aimer L'étranger de Camus. Prochain classique que j'ai adoré et que je vous recommande, c'est Faust de Goethe.
En tout cas, c'est la première partie de Faust, parce qu'il y a une deuxième partie que j'ai moins appréciée. Mais dans cette première partie de Faust, on est face à une personne qui se sent démunie face à la mort. Il a vécu, mais il n'est pas totalement satisfait. Il n'a pas connu le bonheur, il n'a pas connu la satisfaction d'une vie accomplie. Et il désire tout cela. Et quand il se retrouve devant Méphistophèle, je sais pas comment on prononce le nom du démon, mais en tout cas, quand il se retrouve devant cette entité maléfique, il est capable de tout. Il s'est dit, ok, tu peux prendre mon âme, mais je veux connaître la jouissance, je veux connaître les plaisirs de la vie, je veux connaître l'amour et tout ce qui va avec. Du coup, il fait cet échange contre son âme et contre la jeunesse et il va se réjouir, il va passer d'un endroit à l'autre et à un moment donné, il tombe amoureux d'une femme. On voit à travers ce récit toute une panoplie de sentiments et toute une panoplie d'actions. On voit comment certains êtres humains peuvent demander la rédemption alors que d'autres, ils sont capables de perdre leurs âmes pour connaître la joie. C'est très intéressant, moi j'ai beaucoup aimé. J'ai adoré cette première partie des Faust que je vous recommande chaudement. On va enchaîner avec un autre titre que j'ai bien aimé à l'époque, l'épopée de Gilgamesh, l'homme qui ne voulait pas mourir. C'est un des premiers récits trouvés, c'est un des anciens récits de l'humanité qui a été retrouvé dans la Mésopotamie. Et dans ce récit, on suit le roi d'Uruk, un roi qui était à la fois très puissant mais tyrannique. Ces sujets, ils vont se plaindre aux dieux et cela, ils engendrent un être puissant qui va apparemment être capable de le juger. Enkidu, pourtant, c'est un être qui va tout apprendre, le langage humain, qui va devoir apprendre comment se porter en société, comment interagir. Au fur et à mesure, ce gars qui devait être son juge, devient le pote de notre roi. Il y a une histoire d'amitié très profonde qui se creuse et on a aussi une histoire de deuil. Ce récit, malgré le nombre réduit de pages, il comporte plusieurs messages, des messages très profonds, des thématiques qui sont toujours d'actualité. C'est un titre que j'avais beaucoup aimé à l'époque et que je vous recommande, même si il peut s'avérer parfois difficile à la lecture de par sa narration vu que c'est un ancien récit. Et je suppose que la traduction française elle est tout à fait cohérente et très adaptée au temps moderne. Je suppose, je ne l'ai pas lu en français. Et ce mythe, ce petit récit ancien, il est très intéressant. Le prochain titre que j'ai bien aimé, que j'ai beaucoup aimé, c'est Morométie. C'est un récit que malheureusement n'est pas traduit en français. Du coup, je peux pas vous recommander, mais je peux vous en parler. Il existe un film, je l'ai pas vu. Voilà, mais si jamais vous êtes intéressé par l'histoire. C'est un récit en 3 tomes qui se passe dans la période communiste dans un petit pays de l'Est. On suit la famille Morométie, une famille composée par un père de famille assez autoritaire et de plusieurs gamins. Il me semble qu'ils ont au total 5 gamins. Et on voit un peu les mœurs de cette époque, on voit un peu le fait que le père de famille, il n'est pas très intéressé par le côté intellectuel des faits. Il souhaite plutôt que ses enfants, ils travaillent les champs et qu'il l'aide dans ses activités plutôt que de réussir socialement et d'essayer de se relever un peu. Et pourtant, son petit-fils, le plus jeune de cette fratrie, il veut autre chose. Il adore aller à l'école, il adore apprendre, c'est un des premiers de sa classe. Il veut dépasser sa condition. Mais pourtant, son père, il s'oppose dans une certaine mesure. Et on voit tous ces travers, on voit un peu la relation familiale et c'est très touchant. C'est très intéressant de regarder la vie à travers les yeux de ce petit garçon. J'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé notamment le premier tome et la dernière partie, 3e tome, où on voit le dénouement, où on suit l'évolution de ce garçon, maintenant adulte, et parti à la capitale pour vivre sa vie. J'ai vraiment bien aimé et sincèrement, je pense qu'ils auront pu faire 2 tomes. Mais bon, vu que c'était la période communiste et à l'époque, les écrivains, ils étaient surveillés par le parti. Ils devaient chanter les louanges du parti communiste et de tout ce qui s'est passé. On a une grosse partie du roman, notamment dans le 2e tome, où on a tout ce côté politique sur les réformes agraires, le merveilleux côté du parti communiste, voilà. Mais sinon, à part ce petit passage que, bon, en quelque sorte, c'était imposé pour pouvoir mettre en avant l'œuvre, franchement, ce récit, il est vraiment très intéressant et le côté familial est un peu malsain, c'est très bien décrit. J'ai vraiment adoré. Et un autre titre que j'ai beaucoup aimé, même si je dis titre, mais en réalité c'est un recueil de poèmes, c'est Les Poésies de Mihai Eminescu. Ce gars,
Il a une manière de mettre en avant les sentiments et la nature, de condenser des vers très très puissants. J'ai adoré. Moi, je suis pas du tout sensible à la poésie. Tu me montres des récits de poésie, je dis ok, oui, tu écris des mots, tu écris des vers, mais pour moi, ça me touche pas. Je suis un peu hermétique. Mais pourtant, ce gars, il arrive à m'atteindre. Son poème Hyperion, il est incroyable. Et vous pouvez y aller, les gars. C'est un poème très triste, c'est une histoire de relation impossible, c'est très touchant. Il y a toute une palette d'émotions qui est compilée dans ce récit. J'ai adoré. Franchement, vous pouvez tester, je pense que vous pouvez trouver le poème en libre accès. Je suis rarement touchée par des poèmes, mais les poèmes, les poésies d'Emilia Eminescu, c'est une valeur sûre. Et pour finir cette vidéo, mes classiques préférés en beauté, bien sûr, je pouvais pas passer à côté de Dracula. C'est une évidence. Au-delà du fait que c'est un récit de vampire, au-delà du fait que c'est un récit assez sombre, j'ai bien aimé la manière dont il a été conçu. Cette façon épistolaire m'a beaucoup plu. On a ces lettres, ces entrées qui font tout le charme du récit. On voit le déroulement de la malédiction en quelque sorte et on voit comment les choses évoluent et comment ce mal, cette manifestation qui vit, qui se nourrit du sang, va connaître l'essor dans cette petite bourgade, comment les gens sont touchés, comment leurs relations sont touchées et comment elle évolue au fur et à mesure afin d'indiquer la prolifération des vampires. En tout cas, Dracula, c'est un de mes récits de cœur. Voilà. C'était la première partie de mes classiques préférés. C'est pas les seuls que j'adore. J'en ai plein. J'aurais pu vous parler de Frankenstein, j'aurais pu vous parler des Notre-Dame de Paris, Le Rouge et le Noir, etc., etc. Mais je le ferai dans une deuxième vidéo. Dites-moi en commentaire si vous avez lu un de ces classiques. Quels sont vos classiques préférés à vous? Ça pourrait me donner des idées si jamais je ne l'ai pas lu. En tout cas, je vous fais plein de bisous. Que les chats soient avec vous. Ciao tout le monde. Bisous, bisous.